Dans l'actualité des idées aujourd'hui, le tous consommateur du sociologue Louis Pinto. Pas un éloge de la consommation, ni une critique de la société de consommation, mais une histoire intellectuelle et politique de cette notion. Racontée dans un livre qui paraît au PUF, L'invention du consommateur. Directeur de recherche émérite au CNRS et enseignant à l'EHESS, Louis Pinto est un spécialiste de cette question et de la vie intellectuelle. Auteur, entre autres, de Pierre Bourdieu et la théorie du monde social, ou encore de sociologie et philosophie, libres échanges chez Ita, ou enfin de la religion intellectuelle au PUF en 2010. Bonjour Louis Pinto. Bonjour. Merci d'être avec nous. Dans le journal d'Antoine Mercier, on entendait la réaction des syndicats de la SNCF. En mars dernier, vous étiez l'un des 160 signataires de la tribune, une réforme de la SNCF qui n'a aucune légitimité démocratique, appelant à soutenir la lutte des cheminots contre la fin du service public ferroviaire. Là aussi, il y a une bataille de mots, Louis Pinto. Ces usagers du rail, devenus clients de la SNCF, ne doivent pas devenir aussi des consommateurs comme les autres. Tout est dans les mots. Tout est dans les mots, effectivement. L'opposition usager-consommateur est une opposition importante, enfin du moins dans l'acception qu'on donne à ces mots. On reviendra sur le mot de consommateur. Usager désigne quelque chose d'autre. C'est quelqu'un qui tout simplement accède à un bien de différentes façons, y compris sous la forme de biens collectifs, d'équipements collectifs. Et là, les gens sont concernés. Ils ne sont pas simplement livrés à un marché, livrés à une offre, plus précisément, mais on peut espérer qu'ils peuvent avoir leur mot à dire. Je rappelle que c'était un peu l'esprit qui avait présidé aux mesures du CNR, et la conception qu'on avait de la gestion d'EDF dans les premiers temps à la Libération, c'était que les usagers devaient avoir leur mot à dire. Voilà, pour le rail, pour l'électricité, pour la santé, dans beaucoup de domaines, on observe ce glissement sémantique qui est assez symptomatique. Qu'est-ce que ce livre, d'ailleurs, le vôtre, si ce n'est, et vous l'écrivez, une réflexion sur l'usage des mots et leur pouvoir social? Définir le consommateur, écrivez-vous, n'est pas une interrogation académique, mais une façon de prendre position sur une société de marché, ses règles, ses frontières. Aujourd'hui, Louis Pinto, qu'est-ce que recouvre ce terme de consommateur? Il est tellement employé qu'on ne l'interroge plus finalement. Oui, c'est devenu un terme... c'était un terme à l'origine qui était dans la science économique, qui s'est formé au XVIIIe siècle. Bon. Et puis, au XIXe siècle, je vais très très vite, il y a eu des associations de consommateurs dont l'inspiration était très différente des mouvements consommateurs ultérieurs, des mouvements dits consuméristes. Et au fond, aujourd'hui, le consommateur en vient à peu près à désigner tout individu, un individu quelconque qui s'approprie des biens via le marché, qui arbitre entre différents biens, voilà. Et l'idée de société de consommation, qui à mon avis a contribué beaucoup à imposer cette idée de consommateur, c'est que ça repose sur des espèces d'évidences triviales, c'est-à-dire l'idée que il y a des consommateurs et que, au fur et à mesure, notamment lors des 30 Glorieuses, les consommateurs ont consommé de plus en plus, société d'abondance, et donc on est rentré dans une société de consommation. Alors, pour vous dire le flou de cette notion, c'est qu'actuellement, il y a des historiens qui font reculer l'apparition de la société de consommation au XVIIIe siècle, parfois avant. On voit des préfigurations, etc. Et au fond, mon apport consiste simplement à dire arrêtons un peu de parler de tout ça. De quoi parle-t-on? C'est-à-dire qu'est-ce que ce mot de consommateur? Comment il s'est imposé? Et évidemment, c'est pas à nous de dire il y a des consommateurs comme il y a des oiseaux ou des arbres. C'est à nous de peut-être se demander d'abord qu'est-ce qu'un oiseau et qu'est-ce qu'un
qu'un arbre ou qu'est-ce qu'un consommateur. Et justement, dans cet ouvrage, Louis Pinto, vous vous dressez contre le primat accordé à la sphère économique dans cette définition du consommateur et de la société de consommation. C'est pour ça que vous appelez à historiciser cette notion pour déconstruire un peu les fausses évidences. Vous nous avez dit rapidement à quand remonte en gros la première utilisation de ce terme consommateur. Rappelez que par la suite des associations de consommateurs sont nées avec intention de protéger le consommateur. Tout ce que vous dites à travers cette petite histoire de la consommation ou cette grande, c'est justement que tout cela est quand même aussi très politique au fond. Oui, je pense que on pourrait dire que mon travail a consisté à remplacer une vision naïve, objectiviste, économiste, c'est-à-dire ça produit, ça distribue, ça consomme. Donc remplacer cette vision naïve par une vision effectivement politisée. Alors politiser ne veut pas dire que je fais de la politique moi-même au sens ordinaire du terme. Politiser, ça veut dire simplement que la consommation et les questions de consommation et des notions comme celle de société de consommation ont représenté des enjeux politiques que les gens se sont disputés là-dessus, se sont opposés, qu'il y a eu des clivages. Donc moi je serais porté, si vous voulez, en exagérant un petit peu, à adopter une position un peu nominaliste, c'est-à-dire la société de consommation et les consommateurs existent du moment qu'on en parle, ils existent dans les mots, dans les discours, etc. Avant, ce sont des spéculations quasi métaphysiques. Antoine Mercier. Ce qui est un peu troublant quand même, c'est que on voit bien les intentions politiques, mais il y a le mot société de consommation et il y a le terme les consommateurs, l'intérêt du consommateur. On n'a pas l'impression qu'ils vont dans le même sens. Quand on dit société de consommation, c'est pour la critique, souvent, de cette société-là. Quand on dit les intérêts des consommateurs, c'est plutôt pour valoriser une société de consommateurs, on s'en occupe. Donc ça crée une double intention, si je puis dire, dans le mot, qui fait qu'on ne sait pas finalement comment il est utilisé et qui l'a emporté finalement. Comment vous faites le distinguo ? Alors je transforme la difficulté en avantage en quelque sorte, que justement moi-même, quand j'ai commencé à travailler, j'étais un peu distendu entre ces questions-là, société de consommation. Bon, alors c'est plutôt des idéologues qui s'occupent de ça, et puis les consommateurs, là c'est du solide, du sérieux. Il y a des mouvements consommateurs, un secrétariat d'État à la consommation, etc. Et je crois le petit progrès scientifique que j'ai accompli a consisté à réunir les deux, à réunir la question de la société de consommation, une question idéologique, et les questions de consommateurs au sens trivial, ordinaire, de réglementation, de dénonciation de scandales, etc. Au fond, voilà, c'est ça. Comment vous faites pour les réunir, en fait ? Et qu'est-ce que ça vous apporte ? En quoi ça fait sortir quelque chose d'autre de la notion ? Ça veut dire que les intellectuels ont eu une contribution essentielle, alors qu'ils sont quasiment absents. Sinon comme commentateurs, alors ils commentent, ils sont contre, ils sont pour, etc. Bon, mais enfin, ils commentent, mais ils ne contribuent pas du tout à faire exister un problème nouveau. Or, c'est, je pense, l'intérêt d'une démarche telle que la mienne, qui est illustrée, je dis telle que la mienne parce que je ne suis pas seul à travailler de cette façon-là. Ça consiste à montrer comment c'est construit, comment ça a été construit. Donc les intellectuels ont contribué à construire quelque chose. Alors je précise tout de suite qu'il ne s'agit pas d'avoir une vision purement intellectualiste de ces questions-là. Il ne s'agit pas de dire il n'y a qu'eux qui ont compté, qui ont importé. Mais je reprends un peu rapidement le déroulement temporel. Les années 60, nous avons des livres qui ne touchent effectivement que des intellectuels, des livres d'Henri Lefebvre ou de André Gorz ou de gens comme ça, qui font la critique de cette société de consommation. Bon. Ensuite, mai 68, et alors peut-être pas mai 68 même, mais les années qui suivent, c'est-à-dire en gros le début des années 70. À ce moment-là, la notion de société de consommation s'impose d'une manière extraordinaire, et d'autre part, il y a un espèce de support logistique important qui est représenté par une presse consumériste qui va agréger
des tas de gens, de militants, et c'est ce que je raconte un peu à travers le cas que j'ai un peu examiné de près de l'UFC Que Choisir. Voilà. Grande UFC, association de donc, défense des UFC, c'est consommateurs. plutôt un mouvement militant. Que Choisir, c'est le journal, et les deux sont très liés. Alors c'est peut-être juste, pardon, pour compléter la question d'Antoine et continuer à avancer après dans votre recherche. Pour comprendre votre démarche, vous venez de la philosophie, vous êtes agrégé de philosophie, vous passez ensuite à la sociologie, vous êtes un proche, en tout cas, vous avez beaucoup travaillé aussi sur l'œuvre de Bourdieu. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, dans votre parcours, vous vous attachez à étudier cet objet, cette notion qu'est la consommation, sans crainte de devenir un paria de la discipline ? Parce que c'est très connoté quand même, la consommation. Oui, mais puisque vous citez le nom de Bourdieu, il avait une représentation extrêmement ambitieuse de la sociologie. Il pensait que si lui-même avait travaillé essentiellement, beaucoup sur culture, éducation, etc. Il pensait qu'il fallait s'occuper aussi de droit, d'économie. Donc c'est par Bourdieu que vous êtes arrivé, vous, Louis Pinto, à la consommation ? Pas exactement. J'ai repris cette inspiration qu'il faut s'intéresser à autre chose qu'à la culture, à l'éducation, ou d'autres domaines. Mais la consommation elle-même, non, je l'ai trouvé parce que tout simplement ça représentait un petit défi, c'est-à-dire qu'au départ c'était un objet qui m'était totalement étranger. Donc j'étais un peu intéressé par les mouvements consommateurs. C'est pas très excitant quand même. Je le dis comme ça rapidement, pas très excitant, ça n'a pas le côté on travaille sur Podemos, etc. Alors là, les sociologues de la politique chic, en général, s'occupent de ce genre d'objets. C'est très bien, il y a des idées, il y a de la philo, etc. Moi, en consommateur, c'est très plat. Voilà. Ça a le mérite d'être dit. Au moins donc, vous vous y intéressez, vous piquez quand même de curiosité pour cette notion ou cet objet sociologique qui finalement en dit peut-être plus long que ce qu'on a tendance à penser ou en tout cas à le réduire. On revient donc peut-être à ce champ politique qui va réagir à l'irruption de ce terme de consommation et c'est de cela dont vous allez vous saisir. Vous avez évoqué mai 68 puisqu'on est 50 ans après. En quoi mai 68 va constituer un tournant dans notre relation avec la consommation? Bon, mai 68 a fait circuler des idées. Il a transposé ces idées, ces mots, en mots d'ordre, en instruments critiques, avec une force de mobilisation importante. Alors, moi, j'ai été très surpris quand j'ai lu des numéros de Que Choisir dans les années 70. J'étais très frappé de voir qu'au fond, c'était du Henri Lefebvre ou André Gortz traduit, en langage militant. Voilà, donc ça a servi, au fond, le mouvement consommateur à ce moment-là, c'est le moment quand même où il se lance, où il devient visible. Il ne faut pas oublier ça. Donc ce mouvement consommateur a bénéficié a bénéficié de mai 68 de mai 68, oui, d'une certaine manière, oui, on peut le dire. Oui. Ce mai 68, dont vous écrivez, moment de lutte intense entre représentation du monde social, n'a fait que révéler des clivages idéologiques et politiques antérieurs. À travers la consommation était en cause la place du marché et plus généralement la conservation ou la subversion de l'ordre social. Oui. Tout à fait. Alors bon, disons que ça a été plutôt les intellectuels de gauche qui ont été à l'offensive dans un premier temps. Et ensuite est arrivée la réaction de libéraux qui ont dit, au fond, ils ont pris au sérieux l'idée « Vive la société de consommation ». C'était le titre d'un livre d'ailleurs de Jean Saint-Jour, « Vive la société de consommation ». Vous vous dites que c'est quelque chose de négatif, d'inhumain, etc.
d'aliénant. Nous, libéraux, nous pensons que c'est plutôt bien d'avoir des biens en abondance, de pouvoir choisir entre différentes possibilités, etc. Bon, voilà. Non, mais est-ce que mai 68 a joué ce rôle comme qu'on l'accuse parfois d'avoir joué, c'est-à-dire d'avoir individualisé finalement le désir et rendu possible une société de consommation, d'avoir été l'idiot utile du libéralisme. Non, voilà, c'est la critique de... C'est pas ce que vous dites. C'est pas du tout ce que je dis. C'est pas du tout ce que je dis. Non. Je dis pas que mai 68 a été une ruse de la raison historique pour faire arriver des idées qui étaient à l'opposé de ce qui était déclaré dans un premier temps. Non, pas du tout. Non, il y a eu un véritable désaccord entre critique de la société de consommation et défenseurs de cette société. On a du mal à comprendre comment vous mettez dans le même sac, si je puis dire, une critique de la société de consommation idéologique, forte, politique, et le souci de savoir si vraiment on consomme bien, si c'est moins cher, si le produit est bon, qui est un souci quand même d'intérêt de consommateur, vous voyez, qui est quand même très différent du souci initial de la visée politique. Comment vous arrivez à les joindre, à les conjoindre ? Alors, au fond, une autre manière de dire ça, c'est de dire que il y a deux couples d'opposition qui se sont affrontés en quelque sorte. Les critiques de la société de consommation mettaient en avant un individu aliéné, qui s'opposait à un individu révolté. L'individu révolté, c'est celui qui est censé voir tous les liens entre la consommation immédiate de tel ou tel bien et puis un système de production plus global. Donc la posture de la révolte, c'est une posture globalisante. Bon, les libéraux ont mis en avant un autre couple qui est celui de l'individu vigilant et de l'individu crédule, ignorant, etc. Bon, l'individu vigilant, c'est tout simplement celui qui se cantonne aux limites du marché et qui va faire attention pour acheter le bon frigidaire, la bonne voiture, etc., en comparant des caractéristiques objectives, étant aidé en cela d'ailleurs par la presse spécialisée. Donc c'est cette lutte idéologique, si vous voulez, entre gauche et libéraux, au fond, c'est une lutte entre deux systèmes de classement, entre deux visions de ce que c'est que le consommateur. Alors entre le consommateur aliéné et le consommateur libre et souverain, il y a une figure du consommateur consacrée par le droit, la politique, le marketing et même les intellectuels, vous l'évoquiez, Louis Pinto. Comment faire le portrait en creux ou au croisement de toutes ces disciplines du consommateur? Vous l'analysez à travers deux notions qui sont aussi fort intéressantes, à la fois celle de conscience, la conscience de consommateur, et celle de civilité marchande. Vous écrivez forme spécifique d'autocontrôle des pulsions intéressées des vendeurs comme le produit d'un travail méthodique de formation à la vente. Cette figure du consommateur informé et réfléchi, est-ce qu'elle existe aujourd'hui ? Alors je pourrais faire une critique facile en disant tout ça, c'est du baratin, c'est des mots, les gens sont mystifiés, ils achètent n'importe quoi, ils sont livrés à la publicité. La réalité est compliquée, c'est-à-dire que oui, il y a une part de vérité dans tout ça. Bon. Pour autant, on ne peut pas dire qu'il ne s'est rien passé. Alors, je pense notamment que le droit a rempli une fonction importante, que il y a toute une évolution du droit qui serait peut-être un peu compliqué d'analyser. En gros, un recul d'une vision orthodoxe contractualiste au bénéfice d'une vision juridique faisant sa part au marché et justement parvenant à délimiter un cadre pour le marché à travers la notion d'ordre public économique. Bon, nous vivons maintenant de plus en plus avec cette notion-là. Donc le consommateur est désormais un partenaire du marché, garanti par le droit, garanti par l'État,
qui fait que, par exemple, pour prendre quelque chose de très concret, on garantit à ce consommateur le droit de rétractation ou le droit de délai de réflexion, etc., qui fait qu'il n'est pas livré justement en pâture aux publicitaires, aux vendeurs sans scrupules, etc. Alors l'autre aspect, vous venez de dire, ce que moi j'ai appelé la civilité marchande, c'est l'idée que tout ça ne peut pas être cantonné dans un ordre purement juridique, et qu'il faut que les pratiques effectives de vente s'inspirent de cette idée d'un consommateur qui réfléchit, qui prend son temps, etc. Et d'où le problème justement de la formation des vendeurs. Mais serez-vous d'accord avec Philippe Moati, professeur d'économie à l'Université Paris-Diderot, cofondateur de l'Observatoire Société et Consommation, auteur de la société malade de l'hyperconsommation, pour qui cette injonction quand même permanente, omniprésente à la consommation déstabilise les individus et le collectif? Écoutez. Une fois qu'on est équipé de tout, qu'on mange à peu près à sa faim, qu'on se déplace en voiture, qu'on a un toit sur sa tête et qu'on est bien habillé, les besoins de base étant couverts, la machine ne peut pas se résigner à ce que le soufflet du désir de consommer s'essouffle. Ouais. Donc il a fallu trouver d'autres manières de stimuler l'envie de consommation en jouant davantage sur la dimension socio-psychologique. On n'achète pas seulement quelque chose dont on a besoin, on achète quelque chose qui va renforcer l'image qu'on a de soi, ça va jeter des ponts vis-à-vis des autres, etc., avec la promesse ultime qu'en consommant toujours plus, on sera plus heureux. Et c'est ça qui finalement commence à nous apparaître comme étant un mirage. Ce sont des travaux d'universitaires sur la question qui nous montrent que passer un certain seuil, non négligeable, et surtout pour les pays en développement, non négligeable, une fois qu'on a dépassé ce seuil, consommer plus ne rend pas forcément plus heureux. Louis Pinto, auteur de l'invention du consommateur, est-ce que vous reconnaissez aussi des impacts très forts sur le collectif aussi de cette attitude consumériste ? Écoutez, pour réagir à ce qui vient d'être dit, c'est toujours la continuation de la même idée, c'est-à-dire l'idée qu'il y a un mirage de la consommation, etc. Bon, ce n'est pas faux. Je veux dire que c'est au fond la fonction même des entreprises, des vendeurs, de vendre leurs produits en célébrant leurs produits. Bon. Je pense que on pourrait envisager quelque chose d'autre, enfin d'autres voies, qui consisteraient justement à élargir la conception qu'on a de la consommation, c'est-à-dire faire sortir le consommateur du cadre étroit du marché. Alors, ce n'est pas purement une utopie. C'est-à-dire ça veut dire voilà, tout simplement, il y avait par exemple, jusque dans les années 70, au plan, il existait quelque chose, un commissariat au plan, enfin, qui insistait beaucoup sur la nécessité des équipements collectifs, sur le fait qu'on ne pouvait pas tout attendre du marché, etc. Bon, ce genre de réflexion, semble-t-il, a été complètement délaissé. Je ne vais pas insister. Voilà, donc c'est un exemple simple. Est-ce que le consommateur doit se cantonner dans l'ordre strictement marchand, ou est-ce qu'on se rappelle que son consommateur n'est pas qu'un consommateur, mais aussi un individu voire un citoyen, en chair et en chair et de sang, enfin, qui, à part ça, a besoin de faire du sport, a besoin d'aller dans des spectacles, etc. Et que donc se pose aussi la question de savoir ce que la puissance publique peut envisager, peut concevoir pour donner satisfaction à des besoins qui ne sont pas nécessairement exprimés sur... Donc elle a encore son mot à dire, la puissance publique. Elle n'a pas été dépouillée pour l'instant de cette prérogative. Elle s'en dessaisit elle-même. C'est le service public que vous défendez là finalement, ou parce que s'il n'y a pas de consommateurs, s'il y avait des consommateurs, il y aurait un marché, selon votre la logique finalement. Donc pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de marché qui répondrait à ces demandes ? Pourquoi il n'y a pas d'offre, si je puis dire ? Puisque vous dites qu'il faut que la puissance publique réponde à des besoins qui ne seraient pas satisfaits. Le discours a complètement changé. Le
discours a complètement changé. Là, par exemple, pour prendre le cas de la culture, il faudrait voir dans quelle mesure il y a une modification de la conception du rôle de l'État, ce que je crois, et l'idée que par des fondations, par un ensemble de dispositifs privés, au fond, les besoins culturels pourront être satisfaits. Bon, c'est dans les discours. Maintenant, il faudrait voir dans quelle mesure ces discours correspondent à la réalité, mais bon, c'est... Invité de cette deuxième et dernière partie de la Grande Table jusqu'à 13h30, le sociologue Louis Pinthot pour son nouvel essai paru au PUF, L'invention du consommateur. France Culture. La Grande Table. Olivia Gesbert. Alors peut-on sortir de cette société de consommation en faisant l'éloge de la modération ou autrement? Philosophe Gilles Lipovetsky est avec Luc Ferry un des premiers intellectuels à souligner le rôle de mai 68 dans l'avènement de la société de consommation à l'âge contemporain. Dans son essai Plaire et toucher, essai sur la société de séduction, pour lequel on le recevait ici autour de cette grande table paru l'an passé chez Gallimard, il décrit comment cette société de consommation implique aussi une société de la séduction. La société de séduction, c'est la société de consommation. Il n'y a pas de consumérisme sans une immense machinerie de séduction. Et la séduction, qu'est-ce qu'elle a eu comme effet? Elle a déplacé le centre de gravité de la vie du public vers le privé. Désormais, depuis un demi-siècle, le centre de nos vies a basculé du côté de la recherche du bonheur, des sensations, des évasions, le tourisme, les loisirs, la consommation. Et tout cela a privatisé l'existence. Là où autrefois les traditions encadraient les existences, les gens obéissaient à des règles qu'ils aimaient ou qu'ils n'aimaient pas, mais de toute façon qui étaient imposées à eux. Mais la société de séduction, elle a permis l'éclosion d'un nouveau type d'individualisme, recentré sur soi. Chacun recherche son propre bien-être, exige l'autonomie, parce que c'est à chacun de vivre comme il l'entend. Et bien entendu, c'est pas seulement la société de séduction qui a produit ça. C'est une longue aventure depuis le XVIIIe siècle, les droits de l'homme, la reconnaissance de la liberté, de l'égalité des êtres. Mais la société de séduction, depuis 1950, en gros, elle est passée à une vitesse supérieure en ce qui concerne l'éclatement des encadrements collectifs. Louis Pinthot, est-ce que vous êtes d'accord avec ce changement, ce retournement qui se serait fait dans les années 50? Et puis, deuxième question, Gilles Lipovetsky, qui voit quand même dans la séduction des vertus positives, et notamment qui fait de la séduction un moteur de la création, qui nous parle de ce glissement du public vers la sphère privée. Alors, est-ce que c'est pas là, aujourd'hui, demain, dans la sphère privée, par nos comportements, que l'on peut aujourd'hui créer des garde-fous, des réactions? Oui, mais enfin, ce discours a un aspect un peu performatif aussi, c'est-à-dire c'est une façon de faire advenir, sous apparence de décrire, de faire advenir une certaine société où effectivement les gens s'occuperaient essentiellement de consommation, et la consommation n'étant pas, alors ça c'est le stade suprême de la consommation n'étant pas simplement une appropriation matérielle, mais surtout une espèce de consommation de fantasmes, images, signes, etc. Bon, je me méfie un peu de toutes ces grandes fresques anthropologiques qui décrivent des mutations, un nouveau type d'humanité, une nouvelle culture. Nouvelle mythologie aussi. Nouvelle mythologie, oui, bien sûr, il y a de ça, c'est inévitable, c'est incontournable. Dire les publicitaires jouent leur rôle, voilà. Et vous vous en méfiez pourquoi? En quoi ça freine la réflexion? Ça freine la réflexion parce que, tout simplement, il faut aller jusqu'au bout, c'est-à-dire ne pas se contenter de prendre des individus indéterminés. Voilà, parce que le mérite d'un livre comme Les Choses
de Pérec, qui peut être critiqué par ailleurs, mais c'était quand même de montrer un couple publicitaire, etc. Bon, on voyait qui c'était. Très souvent, les discours sur tenus sont des discours sur les gens, sur on. Voilà, alors aller faire des enquêtes maintenant dans le 16e ou dans le 93 et voir ce qu'il en est de ce consommateur séduit par comment ça se présente. Et les publicitaires d'ailleurs sont des gens très réalistes qui savent bien qu'ils n'ont pas affaire à des consommateurs indéterminés. Mais à des populations segmentées aussi. Segmentées, des gens qui ont leur histoire, etc. Mais qu'est-ce que vous proposeriez alors finalement ? J'arrive pas bien à saisir votre orientation personnelle finalement. Sur Moi, ce je ne prône voilà, rien. il faut le dire alors comme ça Je dis éclaire voilà votre comment discours. sont les choses, Oui. c'est tout. Comment sont les choses, et ensuite on fait ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut. Et on en tire les conséquences que l'on souhaite, mais surtout, je pense que c'est un des aspects, alors peut-être un peu normatif de mon propos, c'était de dire, devant tous ces discours sur l'aliénation, etc., gardons la tête froide et comme le disaient des sociologues anglais qui réagissaient justement à des gens comme Marcuse et autres, une machine à laver n'est qu'une machine à laver et rien d'autre qu'une machine à laver. Voilà. Mais vous dites quand même qu'il y a les mots, l'usage qu'on en fait et le pouvoir social duquel ces mots sont aussi chargés. Oui. Quel est ce pouvoir ? Alors là, on est renvoyé à une multiplicité de terrains, c'est-à-dire qu'il y a le pouvoir effectivement des publicitaires que je ne méconnais pas, il y a le pouvoir de la politique, le pouvoir du droit, comme j'ai essayé de l'analyser, le fait que nous pensons de plus en plus comme consommateurs, par exemple quand on a des problèmes de consommation, on a des litiges de consommation, j'avais essayé de décrire ça, comment on passe d'un pépin ordinaire, il m'est arrivé ça, j'arrive pas à réparer, à je suis un consommateur mécontent. En litige. Voilà le pouvoir des mots. C'est ça. La question de la consommation, ça reste un terrain idéologique miné pour vous, Louis Pinto, après cette longue recherche, cette longue enquête que vous avez menée ? Miné, non. Je pense qu'il faut d'autres que moi en tout cas, peuvent continuer et puis reprendre certains points ou réviser. Enfin, ça fait partie de la vie ordinaire du travail intellectuel. C'est des révisions, des remises en cause. Vous avez quand même dit qu'il fallait former les vendeurs tout à l'heure. Ça voulait dire quoi ? Formation des vendeurs. La formation des vendeurs, ah oui, non, là aussi je décris, je dis pas il faudrait former les vendeurs. Oui, non. C'était la dernière question d'un consommateur éclairé qui est Antoine Mercier. Merci beaucoup à vous, Louis Pinto, merci mille fois. Merci. L'invention du consommateur vient de paraître aux presses universitaires de France.